Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie où nous allons continuer la suite forcément. Donc dans un premier temps, on va corriger les erreurs de la partie précédente et aussi je vais au niveau d'Apache, dans les premières vidéos, il y avait un souci avec les VirtualHost. Et donc j'ai trouvé un moyen de comment régler ce problème. Afin que ce soit une configuration qui me plaise un peu mieux, vous ne serez pas obligé de la faire, bien entendu, vous pourrez rester comme c'est. Mais c'est plus réaliste, en fait. Vous allez comprendre. Alors, premièrement, pour le début, on va vraiment faire ce truc de dot virtuel. Alors, je vais relancer ce truc là. Voilà. Donc ici, on a bien les deux liens habituels pour nos deux éléments. Mais ces deux éléments se trouvant dans www. Et ceci fait que on avait protégé au niveau de notre hôte virtuel, comment ça s'appelle, l'accès au répertoire public HTML. Donc pour pas remonter au-dessus. Et effectivement, ça fonctionne. Mais le souci étant que si on va sur localhost, donc on se retrouve avec cette belle page d'index, mais que derrière on rentre le nom de notre dossier, voilà ce qui se passe, c'est qu'on peut s'amuser à se balader dans les divers éléments, comme l'application, les sources, la configuration, nos classes, et tout ça. Donc en gros, notre protection d'index, elle sert à rien. C'est-à-dire qu'on indexe les répertoires, on les voit. Donc notre -indexes dans le htaccess ou le virtualhost ne change rien dans ce cas de figure. Du coup, c'est pour ça que je préfère faire autrement. C'est comme... bon, là, on va pas trop le voir parce que il va nous afficher les dossiers, ce qui est un index. Mais si on fait localhost PMA, c'est pareil, on y a accès directement. Donc, comment on peut corriger ce petit point-là? Alors, dans un premier temps, je vais arrêter tous les services pour pas être embêté. Ensuite, tout simplement, au niveau de mon serveur, donc là où on a les fichiers de configuration, on va enlever le auto qu'il y a devant. Donc ceci, ça fait ce qui était dans la vidéo où je me prenais la tête dessus, qu'à chaque fois que je modifiais ce fichier-là, et que je voulais faire un virtual host, et qu'il y avait le auto devant, et qu'il trouvait pas le dossier, alors le fichier il sautait, il disparaissait. Donc là, en enlevant le auto, le fichier disparaît pas. Donc ça, c'est un premier point. Donc ensuite, un second point va être de modifier le fichier en question. Alors, je vais l'éditer. D'ailleurs, au passage, je vais en profiter pour éditer aussi le PMA, puisque lui aussi, je vais le déplacer. Donc là, on a nos deux fichiers, tout simplement. Alors, à l'intérieur, je vais ajouter un peu plus de choses. Bon, pour l'instant, je vais faire que du copier-coller. Hop. Et on colle. Donc, je garde le même nom, API PHP test. D'ailleurs, ici, c'est un peu étrange qu'ils nous le mettent comme ça. Je
préfère le laisser en minuscule, c'est plus juste. Donc je créerai un dossier virtual host, donc au niveau de formation X à côté de serveur. Je créerai un dossier API PHP, comme je voulais faire la dernière fois, et le dossier public. À côté de ce dossier public, je créerai un dossier log. Comme ça, je pourrais mettre les logs tout simplement d'Apache qui seront différenciés par rapport au serveur et non pas tous les logs dans Apache de tous les serveurs. Ça permet d'avoir un peu plus de contrôle en cas de problème. Et après, bon, le reste, c'est comme c'est. Alors, pour PMA, bah, je vais faire exactement pareil. Si ce n'est que c'est le nom du serveur qui change. Donc, bien sûr, je garde bien le point test, parce que au moment de la création du site, l'Aragon, c'est son nom là, il a modifié le fichier. Comment il s'appelle ce fichier déjà? Le fichier host. Donc du coup il nous a créé un PMA test, un API PHP test. Donc là je vais enregistrer les deux fichiers. Et dans formation, donc là je vais pas me tromper, je vais écrire comme je l'ai écrit ici. Donc virtualhost. Ensuite je vais aller récupérer mes deux serveurs. Donc PMA et API PHP. Alors je vais les couper. Et je vais les mettre ici. Donc par contre le fait que je l'avais ouvert ici, du coup je l'ai perdu le projet. Donc c'est pas grave, je le rouvrirai. Là c'était un test, donc je vais l'enlever. Hop. En même temps ça nous permet de voir quand ça fonctionne ou pas. Et ici je remets un dossier public HTML parce que j'ai fait la même configuration que pour notre API. Donc hop, je déplace tout là-dedans. Et je crée un dossier de log. Voilà. Donc maintenant que tout ceci est fait, j'ai plus qu'à redémarrer l'Aragon. Donc on a bien les services qui démarrent. Par contre, on va avoir un petit truc. C'est que si on va dans W, ici, on voit plus nos liens. Si je vais sur les sites, donc là, localhost PMA, bon, ça sert à rien, mais je vais le taper à la main exprès. PMA.test, avec le petit slash à la fin. Et on voit bien qu'on a accès à notre PMA. Et ici, si j'actualise mon API.test, on voit bien qu'on a toujours accès à l'API. Alors, il y a une solution que j'ai trouvée aussi, si vous voulez, dans ce clic droit ici, avoir les noms, en fait. Donc, en gros, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans le dossier www. Donc, je vais dans ce dossier-là, voilà. Je crée un dossier qui portait le nom du serveur. Donc là, c'était API PHP. Et si je viens là, on voit bien que j'ai API PHP et que si je clique, il m'envoie bien sur API test. L'avantage de ceci, c'est que si je refais mon astuce de tout à l'heure, donc localhost, et que je demande API PHP, et ben là je me retrouve avec un dossier vide. Donc après je peux solutionner un petit peu ce problème de dossier vide en prenant simplement l'index ici et en le mettant là-dedans. Ainsi, si j'actualise, je vais me retrouver avec la page de l'Aragon. Après, si on n'est pas fan de ces liens pour aller chercher nos éléments, comme moi j'ai fait,
hop, je vais mettre afficher la barre des favoris. Je préfère les garder en favoris, tout simplement, hein, pour accéder directement au site depuis les favoris du navigateur, sans devoir à chaque fois ouvrir ce truc-là, aller dans W et tout ça. Donc moi je vais les enlever, particulièrement. L'avantage de les enlever, c'est qu'ici, si je reviens sur mon API PHP, et que je l'enlève du dossier W, voilà, donc il n'existe plus, et que j'actualise, je me retrouve avec un Notfound. Donc maintenant, je suis plus embêté avec ce dossier et je peux plus remonter, comme vous avez vu, dans les sources. De même que si on regarde dans nos virtual hosts les logs, on a bien des logs indépendants de chaque hôte virtuel. Voilà. Donc ça c'était la partie des virtual hosts. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de la faire. Donc ensuite ici on avait notre souci pour notre HTTP script qu'on n'arrivait pas à récupérer. Hop, les valeurs script URI et script URL, on avait juste script name. Donc la solution elle est plutôt simple. Alors elle fonctionne pas d'une certaine façon c'est pas que je comprends pas, mais il faudrait modifier une configuration que j'ai pas envie de modifier, mais qu'on peut faire différemment, tout simplement pour avoir ces valeurs là. Alors je vais m'expliquer. Donc ici je vais réouvrir un projet. Donc, je vais simplement lui dire que il se trouve dans formation virtualhost et c'est le projet API PHP. Donc j'attends qu'il scanne un petit peu le projet là. Donc je pense pas qu'il va me réouvrir les pages. Je vais devoir le refaire. Donc à cet endroit-là, on a le Rewrite Engine à on. Et pour une raison entre guillemets que je vais ignorer, ça fonctionne pas. Et donc c'est pour ça qu'on voit pas ces paramètres. Alors ce qu'on peut faire, c'est dans le fichier de conf de notre virtual host, le mettre tout simplement ici. En le mettant là, et en enregistrant, puis en rechargeant Apache, si j'actualise, je vois bien le script URL, le script URI. Et donc à l'endroit où on avait le HTTP script, maintenant c'est bien rempli. Et on récupère bien les paramètres comme il se doit. Par contre, si on regarde notre HTTP response, on nous dit qu'il n'y a aucune action trouvée et qu'on a une erreur 404. Donc là c'est parce que je suis en mode debug, donc ça fonctionne. Le souci c'est qu'on ne voit pas les erreurs vraiment. Alors on va ajouter juste une petite option. Donc on va reprendre notre fichier ini. Et bon, je vais la définir ici, la constante. Voire même je vais la mettre directement là. Donc là on est en mode debug. Ici on demande d'avoir tous les erreurs. On demande de les afficher. Seulement il y a certains cas où ça ne s'affiche pas, parce que là on a de la redirection, tout simplement. Donc pour ça, on va ajouter une petite option, init set error log. Et là, on va définir un endroit où on va stocker les erreurs. Donc on va le mettre dans le dossier log ici, qui se trouve à partir de notre constante route. Donc route, pour rappel, c'est le source file là-haut quelque part.
Donc je mets root. Ensuite, je lui dis qu'il faut qu'il aille dans logs. Et ici, on va créer un fichier qu'on va nommer php error log, par exemple. Voilà. Et il n'y a que dans la condition en debug qu'on fait ça. Alors après, c'est vrai qu'en production, on pourrait aussi lui dire de loguer les erreurs dans ce fichier-là et pas autre part, mais on ne les affiche pas. Donc j'enregistre. Donc on va pouvoir remarquer aussi que dans notre dossier de log API PHP, il n'y a pas ce fichier. J'actualise. Et là, il nous dit qu'on appelle une fonction non définie. J'ai dû faire une erreur. Ah oui, j'ai mis un T. Il n'y a pas de T. Donc c'est ini7. Je réactualise. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas d'erreur visuelle. Et que si on regarde dans notre fichier de log, il ne l'a pas mis. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le créer. Bon, tu décides. Hop. Tout simplement, peut-être qu'il cherche après. Hein. Je réactualise. Je regarde à nouveau ce fichier. Donc je vois toujours 0 KO. Alors, il ne les met pas dedans. Bon, c'est pas très grave. C'est parce que je voulais qu'il affiche quelque chose, mais oui, c'est vrai, on a un die. Alors je vais tester un truc. Tout simplement voir s'il va le créer tout seul. Donc je fais exprès de le renommer différemment. Et ici, je vais pas mettre un debug à trous. Comme ça, il n'y aura pas le die. Et on va voir s'il va loguer les erreurs. Donc normalement, on se retrouverait nous avec ça. Si je regarde dans le dossier de log, non, il nous les met pas. Alors on va réessayer à nouveau. Bon là en même temps c'est parce que j'ai pas mis de chemin. Donc je vais garder le nom. Je vais reprendre ça. Mais enlever des bugs true. Donc pour simuler une requête avec une erreur. Et là je vois que bon c'est pareil, il n'a toujours pas rempli. Alors, je pourrais très bien l'éditer, mais je pense qu'il n'y a rien dedans. Non. Bon, c'est pas grave. Certainement qu'il va se remplir par la suite. Alors si je reprends ceci, voilà, avec notre debug à trous et notre action d'allumer. Donc ici on a une erreur, comme quoi on n'a aucune action trouvée, malgré ce que je lui dis, c'est bon. Donc en même temps ça aussi on va l'enlever, ce débugage là, parce que bon maintenant on a récupéré les valeurs qu'on voulait, les scripts URL et URI. Hop. Alors ça se passe au niveau de notre API apps, donc source, classe. Donc on a l'app ici qui va faire un init pour lancer notre API. Alors c'est pareil, au passage je vais supprimer des petits trucs qui servent à rien.
Donc comme là, l'histoire d'Arduino, ça c'est pareil. Hop, si je descends, j'en ai encore un ici. Et là, c'est bon. Donc nous, on est dans ce cas-là. Donc je vais enlever le débugage du serveur. Je vais enregistrer le fichier. Et du coup, on se retrouve uniquement avec ce débugage-là. Et donc, on va voir pourquoi ça plante à cet endroit-là. Alors, on va avoir un HTTP. Donc, on va aller à la déclaration. Et dans le HTTP, on va constituer une requête. Donc, on va à la déclaration. Donc là, on va voir client, serveur, script, get et post. Donc là, c'est pas vraiment la peine d'aller là-dedans, parce que, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ce n'est que des objets qui récupèrent disons des constantes dans le serveur. Donc on va aller voir l'objet suivant, parse URL. Donc ici, on a un constructeur avec le HTTP URL. On a l'initialisation ici. Donc là, ça appellera notre API avec une réponse. Et ici, on a un HTTP response qu'on va aller voir. Donc là, on a le constructeur. Et là, on a les différents retours. Donc, le problème vient pas d'ici. Alors, si on regarde au niveau du init, ici, dans le getResponse de l'API, donc c'est ce qui permet d'avoir le retour de la réponse. Au niveau de la construction, on va appeler analyse, donc qui est ici, qui va appeler analyse URL, qui est juste en dessous. Et arrivé à cet endroit, c'est là que ça bloque, tout simplement parce qu'on n'a pas token et on n'a pas la classe service. En fait, tout ce qu'on a, nous, c'est juste le code. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre... ici, j'ai code déjà, mais ça va pas être le même code. Je réfléchis. Il faut que je retourne la bonne réponse, donc ça va être data. Retourne le code ici. Dans la réponse. Donc ici, on n'a plus besoin du token. On sait que le code, il est pas vide en gros, hein, il existe. Donc on le stockera directement. Donc tout ça, j'en ai pas besoin. Alors ceci, ça sera utile quand on fera la sécurité, tout simplement. Donc dans data, je mets code. Le reste, j'enlève. Et ici, on met le code de la réponse. Donc le statut 200. Donc j'enregistre. À nouveau, j'actualise. Donc ici, c'est pareil, on n'a aucune action trouvée. Alors là, le souci vient de la frappe en haut. En fait, ici, je mets action, mais en réalité, je ne devrais pas mettre action. C'est parce que c'est ce qui va chercher dans la base de données. Donc, pour rappel, hop. C'est route sans mot de passe. Ouais. C'est pas test, mais c'est API. Et c'est les actions termes. Et donc, ce qu'il cherche, en fait, c'est ça. Allumer ou éteindre. Et ça doit être le premier paramètre. Donc, on devrait dire, voilà, normalement, allumer égale on, true, ce qu'on veut. Le tout, c'est que ce mot-là doit être là-dedans.
je valide. Alors, donc ici on voit bien que cette fois-ci la réponse elle est OK avec le code et bon, tout ce qu'il faut. Alors par contre on a deux soucis ici. Alors ça c'est avec la nouvelle version de PHP. Parce que j'ai un autre projet et ça ne le fait pas. Mais c'est parce que je suis pas en version, je sais plus quelle version on a là, 7.2 je crois. J'ai un doute. Ouais, 7.2. Donc sur cette version là, on va avoir ces soucis là. Donc on va les regarder dans action terme à la ligne 56. Donc je vais dans mes classes, action terme, et ici la ligne 56, on peut pas faire count, all, tout ça. Donc tout simplement, on va faire, normalement ça doit être différent de empty. Car empty ça peut vérifier un tableau. Donc si c'est différent de empty, du coup cette ligne elle est corrigée. Et ici, pour éviter de faire count all comme ça, je vais simplement faire un for each de all as i. Et ici, j'ai plus besoin de dire que c'est i comme ça, mais directement i. Et donc ça va corriger ce problème-là. Donc si je réactualise, donc en même temps c'est qu'un warning, hein. C'est pas, ça fait pas planter l'application, ça fonctionne, on le voit bien qu'on a bien la réponse. Mais bon, si on peut éviter les warnings, autant le faire. Donc maintenant c'est API bouton 38. Donc on y va, API, bouton, et ici c'est la même chose. Donc là je count les params, alors j'ai plus besoin de faire ça, puisque je teste si c'est différent de empty. Et ici c'est normalement tout ce que je dois dire. API analyse. Donc, si le résultat, donc là c'est pareil, ça va être différent de empty. Donc s'il reste différent de nul, empty ça teste aussi si c'est nul, donc autant tout enlever directement. Et de dire qu'ici c'est le résultat. Voilà. Si maintenant on actualise, on n'a plus d'erreur. Donc si maintenant je retire le mode debug, voilà ce que l'API va nous répondre. Donc là c'est parce qu'on est en mode JSON par défaut, au format JSON. Donc ici j'ai testé bureau télé, mais on avait d'autres éléments. Donc là on voit qu'on a un objet 3. Alors l'objet 3 c'est la lumière. Donc on peut s'amuser à dire au lieu de télé, lumière. Puis là on peut tester allume. On peut dire oui. Et donc là, ça n'a pas été. Alors, l'objet 3 de la lumière, ça c'est bien le bon nom. Par contre, l'objet 3 se trouve sur le bouton 3. Mais est-ce que la lumière
dans la bonne pièce. Donc ici on a l'objet. Donc l'objet 3, ça doit être dans la pièce 2. Et donc si je regarde, la pièce 2, c'était la salle. Donc, je recommence. Donc ici je vais devoir dire que dans la salle, je veux la lumière et que le paramètre soit allume. Je vais mettre on. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Alors je crois que parce que j'ai dû oublier un slash. Donc salle, lumière. Alors là, il faut mettre un slash normalement. Et ensuite les paramètres. Allume, on. Alors là, je vais pas recopier l'adresse. Je vais la garder en mémoire. Voilà. Donc là, on voit que ça fonctionne. Alors, ici, je pourrais passer un autre paramètre comme format string. Et donc, je me retrouverai avec ça. Donc après, on pourrait tester un peu toutes les pièces. Ici, on pourrait dire éteint. Alors, je vais essayer avec le S. Et on verra normalement que le code va changer. Alors là, c'est parce que j'ai le curseur. Mais vous voyez, là, il commence par FF04F. Alors, FFB04F. Voilà. Et là, on voit c'est FF A3F807. Donc le code, il est bien différent. Donc notre API, elle répond comme il faut. Alors, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, nous allons mettre en place un autre système. Alors par contre, j'avais dit dans l'autre vidéo que je coderais toute la classe. Seulement, j'ai essayé de le faire en vidéo et ça prend trop de temps. J'arrive pas à le caser dans l'heure. Donc, je vais pas coder la classe. Par contre, je vais coder l'attachement. C'est-à-dire le fait qu'on va le... Comment expliquer ça? Le fait de la raccorder à l'API, tout simplement. Comme ça va vous faire comprendre un petit peu les objets que j'avais mis en place pour voir comment toutes les requêtes se déroulent. Et bon, le plus simple, ça sera de le voir que de l'expliquer. Alors, pour ce faire, je me suis dit que je voulais une base de données contenant déjà des éléments pour pouvoir faire ce genre de test. Et donc, la base de données que j'ai pu trouver... par contre, c'est vrai que je vais pas voir le fichier ici. Ouais, là j'ai fait une bêtise. En fait, j'avais écrit un fichier texte pour expliquer un peu le protocole que j'allais utiliser. Et là, je l'ai pas sous la main. Donc, je vais devoir mettre la vidéo en pause, histoire de le récupérer. Donc, voilà. C'est fait. Donc, je me suis dit que ça serait bien d'avoir une base de données avec des villes. Donc simplement, j'ai tapé dans Google base de données avec ville. Et je suis tombé sur ce site-là. Et donc il nous propose une base de données à peu près de 36 700 entrées avec des villes en France. Et qu'on peut télécharger gratuitement
dans lequel on a tous ces champs, qui est plutôt bien. Donc c'est dans plusieurs formats. Donc moi j'ai pris le fichier SQL. Donc bien sûr c'est délivré par ce site. Libre de distribuer, base de données, utilisation commerciale ou non, à condition de conserver cette licence et d'attribuer un lien vers le site. Donc chose qui est faite. Alors bon, je l'ai déjà téléchargé. Si je viens dans ma base de données API PHP, donc je vais venir importer le fameux fichier. Hop, formation, virtualhost, API PHP, et donc c'est ville France. Hop, et j'exécute. Alors ça ne devrait pas être très très long. Voilà. Donc si on regarde ville France Free, donc c'est ce qui a été créé, on voit qu'on a un total de 36 700 entrées, donc comme indiqué. Alors bien sûr, je vais pas tout garder, et puis j'ai renommé pas mal de champs pour que ce soit un peu plus simple, ainsi que dans la structure, j'ai changé un petit peu les index. Donc typiquement, voilà, vous avez une base de données. Hein. Alors là, elle est toute seule, mais ça aurait pu être comme notre autre API avec plusieurs tables, hein, voilà, plusieurs tables. Là, on n'en a qu'une, et c'est celle-ci qu'on va venir interroger. Alors moi particulièrement, bon bah j'ai gardé l'identifiant, forcément, j'ai gardé le département, donc j'ai bien sûr enlevé ville underscore partout. La base, la table plutôt, je l'ai appelée ville avec un S tout simplement. Le slug, je l'ai pas gardé. Le nom, je l'ai gardé car c'est grâce à ce nom qu'on va pouvoir faire les recherches sur le nom de la ville. Parce que ce qui est bien, c'est qu'ici, tout est en majuscule, sans accent. Le nom simple, ici, je l'ai pas gardé. Parce que, bon, il y a des trucs comme là, pont d'un, mais il n'y a plus l'apostrophe. Et le nom réel, alors lui, je l'ai gardé. Donc lui, je l'ai appelé ville. Donc le nom simple, ça n'existe pas. Là, j'ai appelé ça nom tout court. Slug, ça n'existe pas. Département, je l'ai appelé dep, pour que ce soit plus rapide. Le nom Soundex, le nom métamorphe, ça, je les ai pas gardés. Code postal, j'ai gardé, mais j'ai appelé ça CP, pour faire plus vite. Ville commune, j'ai pas gardé. Ville code commune, j'ai pas gardé. Ensuite, l'arrondissement, je l'ai pas gardé. Le canton non plus. L'AMDI non plus. Alors ici, on a la population. Donc 99, j'ai pas gardé. 2012, vu que c'est approximatif, je l'ai pas gardé. J'ai gardé que la population de 2010 et je l'ai renommé en pop. Ensuite, hop, la densité, je l'ai pas gardé. La surface, je l'ai pas gardé. Par contre, la longitude en degrés et la latitude en degrés, je les ai gardés. Et là, je l'ai appelé LNG pour longitude et lat pour latitude. Et toutes les autres, je les ai pas gardées non plus. Alors, le travail à faire là-dessus, il est assez simple. Mais bon, je vais juste le faire voir pour 2-3 trucs. Mais sinon, voilà, par exemple, j'aurais pris slug, soundex, métamorphe, commune, arrondissement, canton, truc muche, ça, latitude, longitude en degrés, ça je l'ai gardé. Hop. Normalement
normalement c'est nom et nom réel qu'on garde et pas nom simple. Voilà. Donc ça, hop, j'avais fait ça, supprimer. Ensuite, pour renommer les champs, eh ben, il suffit tout simplement de faire modifier. Et ici, j'enlève ville devant ID. Donc je vais le faire que pour 2 champs, 4 champs et pas plus. Parce que je vais pas utiliser celle-ci en fait. Et ici, longitude. Attends. LNG. J'enregistre. Et la latitude. Voilà. Alors pour ce qui est des clés, et département. Voilà, je l'ai renommé en dep. Alors c'est pas vraiment obligatoire, hein, tous ces trucs là. La clé primaire, bon la colonne elle a été renommée. Ville non, je l'ai pas changé pour le coup. Et là où on a la latitude et la longitude, ici, donc si j'édite, j'aurais appelé ça LNG lat. Voilà, bien sûr j'aurais fait ça sur tous les champs, hein, tout simplement. Et ici aussi, sur tous les champs. Et quant à la base, et là on a juste à faire opération et on renomme la table en ville. Et donc on serait retrouvé avec ça. Donc bien sûr les noms des colonnes là et les index, tout ça aurait été changé. Donc là je vais faire simple. Hop, je vais prendre ceci que je fous à la poubelle. Alors libre à vous après de les garder, hein, bien entendu. Donc moi je vous fournirai le fichier ville. Après c'est vous qui décidez, comme je vous le dis, si vous voulez celui que j'utilise ou celui qui est fourni par le site. Dans ces cas-là, je vous donnerai le lien du site dans les sources pour que vous puissiez aller le chercher si vous le voulez. Donc je me retrouve avec ville à nouveau. Je me retrouve avec les champs comme il faut. Et dans la structure avec toutes les index et les clés qui vont bien avec. Donc une fois que ça c'est importé, il va nous falloir ici dans les tables un nouveau fichier pour pouvoir utiliser nos villes. Je l'ai pas mis là. Hop là. Voilà, donc je vais juste venir coller le fichier. Et juste faire voir le début. Donc toujours principe, on étend de table. On met en privé tous les champs. Alors je rajoute un champ en plus, c'est le params. Ça c'est pour les paramètres dans l'URL. Ensuite j'indique quelle est la table. Donc là c'est la table ville. Après je récupère tous les champs. Ici je vais venir extraire les paramètres. Et les getters, les setters. Puis tout en bas, hop, donc le fameux commit avec l'insert et l'update. Hop, on va remonter. Alors j'enregistre le simple changement ici. Donc le fichier que je parlais. Donc c'était celui-ci. Donc c'est notre protocole qu'on va utiliser. Donc en premier lieu dans l'URL, alors bien sûr on a l'adresse du serveur hein, devant. Donc on mettra le nom de la classe. Donc typiquement ce sera ville. Ensuite derrière ça correspondra à un nom de fonction. Donc comme là info, coordonnées avec un S, coordonnées sans S, population avec un S, population sans S.
Alors, pourquoi il y a un S et pourquoi il n'y a pas de S? Quand il n'y a pas de S, en fait, on recherche par rapport à une ville. Donc, on veut uniquement les coordonnées de la ville qu'on recherche. Donc, il n'y en aura qu'une. Même chose, là, on veut la population de la ville qu'on recherche. Alors aussi, il y a un truc que j'ai oublié de préciser. Si on regarde la table et qu'on regarde dans la population, on voit qu'il y a 618 à Ozan. Mais c'est pas 618 en fait. C'est 618 000. Ceci est indiqué sur le site. Alors je pensais que ça aurait été indiqué dans les valeurs ici, mais valeurs exprimées en centaines. Ah, c'est marqué centaines, mais en fait c'est plutôt milliers. Ça je l'ai vu simplement dans les commentaires. Voilà. Il n'y a pas un problème avec la population des villes. Et là, l'auteur répond que ville-population semble être un nom plutôt simple à comprendre. Donc ça, on sait où ça se trouve. Et comme j'ai dit, la valeur est en milliers. Voilà. Donc, tout simplement, si c'est ce nombre-là, bah, c'est 2 211 000. Ouais, 211 000. Donc voilà, faut comprendre qu'ici, hein, c'est en milliers. Après, notre fonction, on va avoir des paramètres. Alors, concernant les paramètres, donc ça je vais expliquer après, on aura le order by. Donc on pourra décider si on trie par ville, ou par idée, ou par population, ou par département. Donc le petit pipe, comme je veux dire pour les symboles, ça veut dire où. Quand c'est entre parenthèses, c'est qu'il y a un choix à faire. Donc on en met un seul. Donc le number. Donc le number, c'est en fait le nombre de résultats qu'on veut obtenir. Donc first voudra dire les premiers résultats. Last, les derniers résultats. Bien sûr, le x ici, c'est un nombre. On doit le remplacer par un nombre. Et le petit tiret ici, faut le laisser parce que c'est un séparateur. Donc c'est ce qui nous permet de décomposer le premier mot, first, pour savoir que c'est les premiers résultats, du nombre derrière qui suit. Et all, c'est pour tous les résultats. Ensuite, pour le format, donc on aura la possibilité de l'avoir en XML, en JSON, en texte ou en CSV. Donc pareil, hein, il y a des pipes entre les deux, donc c'est l'un ou l'autre. La ville, donc là on mettra le nom de la ville, et pour le département, on mettra le numéro du département. Donc quand il y a un petit dièse, ça veut dire qu'il faut mettre une valeur. Donc typiquement, si j'ai département égale dièse, ça veut dire qu'ici je dois mettre un numéro de département. Les crochets, ça veut dire que c'est des paramètres optionnels. Donc typiquement, partout, format est optionnel. Par défaut, le format, comme on verra, il sera en JSON. Donc ça, je réexplique pas parce que c'est un choix, et tout le reste, bon bah j'ai expliqué. Donc ici, si on traduit, ville info, donc ville c'est la classe, info c'est une fonction, et cette fonction va attendre les paramètres de cette manière. Donc premièrement, les premiers ici choix, ils sont dans ce que j'ai surligné, et donc là on a un choix à faire. Soit on met le nom d'une ville, ou soit on peut mettre un numéro de département, et dans ce cas, on a la possibilité de dire par quoi c'est ordonné et quel nombre on veut. Puis on a la possibilité d'indiquer un format. Donc, on rappelle, un crochet c'est optionnel. Et dans tous les cas, on veut une ville et un département. Ou un département plutôt. Ici pour les coordonnées, on veut le département et éventuellement un ordre, le nombre de résultats et un format. Pour les coordonnées d'une ville, on veut le nom de la ville qu'on cherche et dans quel format on veut retourner. Et c'est la même chose pour la population. Alors, coordonnées,
renverra uniquement les champs latitude et longitude. Quant à population, ne renverra que le nombre total de la population concernant la requête. Donc les champs vont... les enregistrements de population, quand il y en a plusieurs, ils s'additionnent et à la fin on ne récupère que ce résultat, cette addition complète. Et les infos, alors lui, il va retourner l'ensemble des champs, tout simplement. Donc voilà pour l'explication du protocole. Alors bien sûr, je renommerai ça en protocole TXT, protocole ville TXT, et je le laisserai dans le dossier. Alors comme ça fait un petit moment aussi qu'on n'a pas régénéré la documentation, alors on va en profiter pour le refaire. En plus, vu qu'on a changé le dossier d'endroit, il va falloir changer les chemins aussi. Donc là, je vais réouvrir d'Oxygène. Ici, je vais aller rechercher le fichier. Alors là, bon, je peux pas l'avoir dans la liste des récents. Donc c'est pas grave. Je repars au niveau du serveur. Donc c'est virtualhost, API PHP, API, config, et je reprends le doxyfile. Voilà, donc j'ai bien myAPI PHP. Donc le code source, alors ça je vais le changer. Donc ça sera dans apps source class, mais au niveau de virtualhost. Alors là je vois qu'il n'a pas écrit le chemin en entier, donc hop. Oups. Moi je préfère l'écrire en entier, c'est plus sûr. Ici, alors ça sera tout simplement virtualhost à la place de serveur. On n'aura pas le dossier www. On aura bien le dossier API PHP, API, version, et là on va créer 02. D'ailleurs ici on va dire que c'est 02 aussi. Ici pour le logo, donc je réindique le fichier du logo. Voilà. Bien sûr le dossier 02 il n'existe pas, donc il faut penser à le créer. Est-ce que j'ai le dossier dans le coin? Donc on a les logs, hop, API, version, hop, 0.2. Voilà, comme ça c'est fait. Mode. Alors ça on va y revenir après justement. Output. D'ailleurs si vous voulez changer des couleurs, c'est ici que vous pouvez changer les couleurs. Disons on va changer, je vais mettre ça comme ça, pour changer un peu. Diagramme, on s'en fout. Donc si je repars en mode expert, donc là j'ai bien virtualhost, virtualhost. Donc là je ne fais que vérifier les chemins, s'ils sont bons. Build, ça, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien. Ici, virtualhost, donc c'est bien, ça a été changé. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Alors ici, par contre, c'est pas bon. Alors là, il y a des chances qu'il va peut-être pas me sortir le chemin complet. Bon, en même temps, il se trouve toujours à côté du fichier de config. Donc je vois pas l'intérêt de lui donner le chemin au complet. Au moins, ça évite, si on déplace les dossiers par la suite, de rechanger le chemin. Le reste, ça reste. Ça y a pas, ça y a pas. Ça y a pas. Ça y a pas non plus.
ça non plus, 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 et ça non plus. Donc on peut regarder, mais normalement, il n'y a pas de chemin là-dedans. Donc, on peut passer en mode run et lancer. Alors hop, j'ai cliqué 2 fois. Donc comme la dernière fois, on va voir les erreurs. Alors en fait, les erreurs, ils viennent du mode que j'ai dit qu'on reviendrait. Voilà. Donc ici, c'est tous les setters, les getters, tout ça, la plupart du temps, qui vont poser souci, qui n'ont pas été documentés. Donc si je reviens dans le wizard mode, ici, on va dire que c'est du C pour PHP. Sinon, il croit que c'est du C++ à la base. Et on va documenter toutes les entités. Voilà. Donc à nouveau, je vais sur Run. Et voilà, on n'a plus d'erreur, tout s'est bien passé. J'en profite pour sauvegarder le fichier. Et j'en profite aussi de lui dire que la prochaine fois, tu utilises ce fichier-là quand j'ouvre le programme, ce qu'on avait vu dans les premières vidéos. Et maintenant, on peut regarder. Donc on a bien la version 2. Si on regarde dans les structures de données, on va bien avoir notre classe ville qui a été bien ajoutée. Et bien sûr, bon bah toutes les propriétés, tout ce qui va avec, quoi, tout est là-dedans. Donc ça, je vous laisserai parcourir tout simplement la documentation de notre API. Alors, on arrive à 57 minutes. Je sais pas si on va avoir le temps de faire le truc. Voilà, donc, l'extraction des paramètres. Alors, on va envoyer les params directement à la classe, au moment où on va l'instancier. Donc c'est ici qu'on les envoie. Donc on va avoir soit un format, un order by, un number, une ville et un dep. Donc si on n'a pas de format défini, on dira que c'est du JSON. Si l'order by n'est pas défini, on dira que ça sera trié sur l'id automatiquement. Quant au nombre, alors par défaut il vaudra nul, ville ça vaudra nul, et le département ça vaudra nul. Ici les options, donc c'est comme ça qu'on va récupérer après vérification des éléments. Donc tout va retourner dans ce tableau d'options. Avec là les paramètres, on les parcourt via la clé et la valeur. Donc la clé c'est format, order by, number, tout ça. Et la valeur, c'est ce que ça contiendra au moment où on aura passé ça dans l'URL. Ensuite, ici, le order by, on a un tableau avec les valeurs possibles qu'on peut donner. Et on ira vérifier par rapport à ça. De même pour le format, on a un tableau avec les valeurs possibles. Donc ici, on va regarder si la clé c'est format et que la valeur est contenue dans le tableau format. Dans ces cas-là, on restocke dans le tableau d'options la clé format avec la valeur soit XML, JSON, texte ou CSV. Le order by, c'est la même chose, donc on restocke dedans. Donc pour le number, alors le number, si c'est all ou si c'est nul, alors dans ces cas-là, on met rien dans la clé number. Si par contre dans la valeur on retrouve un tiret, donc on a bien la position du tiret, dans ces cas-là on va exploser sur le tiret, donc on se retrouvera avec 2 index, et on va regarder si dans tNumber 0 on a bien dans ce tableau inner first ou last, si c'est bien présent, et que le number 1, donc normalement le nombre qu'on attend, c'est bien un nombre. Ensuite, on va alimenter number, donc on va regarder que si
le premier paramètre, ça vaut last. Dans ces cas-là, on fera un desc limit avec le nombre, ou sinon on fera un ask limit avec le nombre. Donc ça, c'est parce qu'on va ordonner par, et descendant, ça permettra d'avoir les derniers résultats, et ascendant, les premiers résultats, tout simplement. Et ça, bien sûr, on stocke dedans. Ici, sinon, là, il n'y a rien. Je sais pas pourquoi j'ai laissé ça. Après, pour la ville. Alors, la ville, ici, il y a une fonction que j'ai pas. Alors, c'est vrai que je vous avais dit que dans le cœur, dans les files, dans le file system, plus bas, on a des fonctions qui retirent les accents. Donc là, on peut formater le nom, mais ces fonctions, non seulement ils vont changer les accents, mais en plus, ils vont retirer des caractères spéciaux. Et ici, c'est pareil, c'est bien remove accent, mais ça remet les éléments sans les accents, mais en plus, ça retire quelques petites choses. Donc, vu qu'on veut faire du formatage, tout simplement, alors j'ai simplement repris la même fonction, ici, remove accent, et j'ai enlevé bien sûr toutes ces parties-là, qui va enlever tous les caractères spéciaux. On s'occupe que des accents. Et bien entendu, à la fin, je mets ça en uppercase. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour le nom de la ville. Parce qu'on va rechercher en fait le nom de la ville par rapport au nom et pas par rapport à ville. Et donc on ne sera pas embêté avec les accents et tout ce qui s'ensuit, et s'il y a des caractères spéciaux comme le tiret ici, il restera. De même que l'apostrophe va rester. Donc pour ça, il faut que j'aille insérer la fonction dans format. Donc je vais aller tout à la fin. Et voilà. On enregistre. Alors là, il met un petit peu bizarre. Bon, c'est pas très grave. Je pense que si je rouvre le fichier... non. Bon, en même temps, si je veux l'avoir... non, c'est pareil en fait. Donc, bon. C'est le retour à la ligne qui fait ça. Donc c'est remove accent and upper. Donc on remplace toutes les correspondances. Puis à la fin, on met le texte en uppercase, tout simplement, puis on le retourne. Et ça, on va le stocker dans la ville. Bien sûr, c'est une clé ville, mais nous, c'est nom qu'on cherche. Enfin, le dep. Donc le dep, alors il faut que la clé, elle existe, que la valeur ne soit pas nulle, et que c'est numérique. La valeur, elle peut être nulle. Bon, c'est pas grave, je verrai par la suite ça. Donc ici, on regarde la longueur du département. Donc imaginons pour le 0,2, si la personne met 2, si la longueur est 1, on va ajouter le 0 devant. Si la longueur vaut vraiment 2, dans ces cas-là, on le remet dedans. Et si c'est plus grand, en fait, que 2, ou 1, alors on va couper en 2. Parce que là, on sait que c'est différent de nul. Et si dep existe bien, dans ces cas-là, on le restocke dans options. Et si c'est nul, je pense que je le remplace par 0, 0, un truc comme ça. Et enfin, je retourne les options ici, dans les params, dans le thisparams. Alors après, les fonctions getValue, ça permet d'aller rechercher la valeur d'une clé. Bien sûr, on va vérifier si elle existe. Donc c'est la fonction qui est en dessous, si la clé elle existe dans le tableau thisparams.
Alors, pour le formatage. Donc on va avoir 4 fonctions, CSV, JSON, XML et texte, qui vont recevoir le tableau de résultats de la requête. Et ici, au niveau des fields, on va filtrer. Alors seul, bon, ça, faut voir en dessous pour voir un petit peu à quoi correspond field. Mais ça peut soit valoir all, tout simplement pour tout, soit population ou coordonnées. Coordonnées pour la latitude et la longitude. Donc là, en fonction de la valeur qu'on a, donc ça bien sûr, ça cherche la clé dans le tableau des paramètres et tout ça. Et donc on va regarder le format, si c'est CSV, donc dans ces cas-là on fera le CSV, si c'est JSON on fera le JSON, si XML c'est XML, sinon ça sera du texte. Donc maintenant, pour info. Donc pour rappel, info, c'est la plus complète, hein, en gros. Donc elle peut avoir une ville ou un département, et les paramètres optionnels, order, number et format. Donc premièrement, on va venir récupérer toutes les valeurs. Donc ici, on va tester la ville, si elle est différente de nul, si elle est nulle plutôt. Donc dans ces cas-là, on va mettre une ville vide, donc pas de nom. Sinon, on prend le nom de la ville qui a déjà été formaté. Pour le département, si c'est nul, on mettra 0, sinon on mettra le département. Et là, on teste. Si on a bien un département différent de... Alors là, c'est pas nul. Donc là, c'est pas le même truc que j'aurais voulu. Donc ici, je vais mettre dep part. Voilà. Et ici, ça sera depart. Sauf que là, je fais des bêtises. Je me rends compte. Donc ici, la requête. Donc si on a le département, on sélectionne l'ID provenant de la table. Quand le département va valoir le département, donc ça serait depart, on ordonne par le order by. Et ici, on aura la limite avec le number. Donc pour ça, c'est bon parce qu'on a 3 paramètres. Donc hop, ça vient là. Donc ici, si on a une ville différente de nul, donc dans ces cas-là, c'est on va rechercher le nom en fonction de la ville. Donc ici, on n'a qu'un seul paramètre. Et là, c'est si on n'a aucun nom, aucune ville, mais qu'éventuellement on peut avoir l'ordre qui a été passé. Donc dans ces cas-là, on n'a plus départ. Donc là, département, je vais plutôt appeler dept, parce que sinon ça fait un peu bizarre départ. Alors pourquoi je renomme ça? Simplement parce que là je veux vérifier si j'ai bien eu une clé dans le tableau, alors que là je le redéfinis C en fait, et donc il n'aurait jamais pu être nul en gros. Donc j'ai besoin de tester s'il est vraiment existant. La même chose pour la ville ici. Là je le redéfinis, mais j'aurais dû plutôt dire non à la place. Et ici, c'est pas ville, mais ça sera non. Donc je regarde bien si j'ai reçu la ville, comme pour le département en fait. Enfin, on exécute ici la requête. Donc on va reconstituer un objet de ville.
Et puis on va appeler notre fonction de formatage. Et donc là j'envoie le tableau des résultats. Et ici je précise pas de valeur, ça veut dire qu'ici je récupère toutes les données. Pour les coordonnées, donc avec un S. Donc on va refaire exactement la même chose. Donc on regarde les départements, le number, l'order by. On formate le département pour avoir des zéros s'il n'y avait pas eu de valeur. Et ensuite on fait la requête, tout simplement en passant les paramètres comme il faut à la place des points d'interrogation. Ça nous retournera des résultats ou rien. On demande d'envoyer ça à notre fonction de formatage et on précise ici que c'est les coordonnées qu'on veut. Même chose pour une seule coordonnée. Donc là, c'est pareil, on regarde si on a eu la ville comme il faut. On envoie la ville ici dans la requête. Et puis on précise, pareil, dans le formatage que c'est les coordonnées. Pour la population, on fait exactement la même chose. Donc département, et puis c'est pareil, le order by, et on va dire qu'ici c'est la population. Même chose en dessous, pour une seule population mais par rapport à la ville, donc on dira que c'est une population, pareil. Et c'est là que rentrent en jeu les formatages. Donc par défaut on n'a aucun résultat. Et si on a des résultats et qu'on parcourt, donc là si le field qui par défaut vaut all, dans ces cas-là on va récupérer tous les champs. Sinon, alors on récupère tous les champs et puis là je le formate au format du texte. Donc le /n c'est simplement pour qu'il y ait un retour à la ligne visuellement. Et pour la population, donc je la multiplie par 1000 et je fais mon format number qui permet de séparer les milliers et de rechanger la virgule quand il y a une virgule. Parce que sinon c'est un point. Et si le field c'est population, donc dans ces cas-là on va venir additionner les populations. Et puis à la fin, on formatera l'addition de ces populations. Et on retournera que population. Que si c'est des coordonnées, on prend que la longitude et la latitude, tout simplement. Donc ceci va être fait dans les différents formats. Donc si c'est pour le JSON, on crée un objet. Là on prend tous les champs de l'objet qu'on crée personnellement. Et puis on retournera cet objet dans un tableau. Même chose si c'est la population. Donc là on additionne les populations. Et pour les coordonnées, on mettra longitude, latitude qu'on remet dans le tableau. Donc dans le cas où c'est les populations, donc je recrée un objet parce que là je l'avais créé dans la boucle, alors que là je suis à l'extérieur de la boucle. Je crée une clé population et je mettrai la population totale à l'intérieur. Et bien sûr je remets tout ça dans le tableau. À la fin, je mets le tableau dans Result et je vais venir encoder en JSON tout ça. Pour du CSV. Alors pour le CSV, alors si on prend tous les champs, donc on indique en en-tête tous les champs. Si on prend que population, on mettra que population, et si on indique coordonnées, on mettra longitude et latitude. Et même chose à l'intérieur, donc si c'est tous les champs, on récupère tout, et qu'on sépare tout par des points-virgules, tout simplement. Pour la population, même principe, et les coordonnées, même principe, et à la fin on a fait l'addition de la population, parce qu'elle n'est pas stockée directement dans le CSV. Voilà, même chose pour les autres champs en fait, c'est pareil. Et le XML. Alors le XML, même chose. Si on a tous les champs, donc on a un row avec tous les champs à l'intérieur. Donc je réexplique pas population. Donc si on est sur population, on multiplie les populations puis on le met dans pop, mais on fait pas de XML à cet endroit-là. Et si c'est les coordonnées, dans ces cas-là, on fait un row avec la longitude, la latitude et on ferme le row, comme l'on ferme ici le row pour le all. Et si on était sur population, du coup, on ouvre le row, on met un tag population, on met l'addition des populations formatées et on ferme le row.
S'il n'y avait pas de résultat, on mettra aucun résultat. On ferme la route, la balise route, et on renvoie ici le XML. Voilà. Puis en dessous, c'est simplement le commit comme on a vu au tout début. Bon. Ça fait déjà 1h15 d'enregistrement. Alors ça va être compliqué de continuer là, car il y aura encore plein de trucs à voir. Donc ouais, je vais mettre fin à la vidéo maintenant. Je vais continuer à enregistrer à la suite pour que ça parte sur une deuxième vidéo. Et je ferai comme j'ai fait la dernière fois. Je publierai les 2 vidéos à une journée d'intervalle en fait. Donc là aujourd'hui il y en a eu une de publiée, donc la partie 3 qui a été tournée déjà la semaine dernière. Donc là c'est la partie 4. Je la publierai en... Je sais pas trop. Soit sur le week-end, soit en début de semaine. En gros. Voilà. Donc dans la prochaine, on va continuer ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre ville avec l'API qu'on a là. Et peut-être qu'on aura un peu le temps de voir du côté de l'administration. Alors par contre, ouais, l'administration, j'en parle dans toutes les vidéos, mais je vois pas dans les commentaires si vous voulez avoir cette administration. Donc j'invite cette fois-ci vraiment à répondre dans les commentaires si vous voulez vraiment avoir l'administration ou pas. C'est pas indispensable pour une API, on va dire, vous pouvez très bien vous débrouiller avec juste la base de données. Mais si vous voulez l'administration, indiquez-le bien dans les commentaires, et en fonction du nombre de commentaires et du nombre de vues, je verrai bien si je prendrai le temps de la faire ou pas. Donc là, la prochaine fois, on va continuer ça, donc l'histoire de la ville, et en même temps, on va voir pour sécuriser l'API. Du moins du côté interrogation de l'API. Après, côté administration, c'est autre chose. C'est un login et un mot de passe, quoi, habituel. Donc voilà, j'attendrai vos retours en commentaire, sachant que si on a l'administration, ça sera dans la prochaine vidéo. Pas celle qui suit, mais celle d'après. De même que je verrai aussi si on laisse ces classes là ou pas. Moi aussi, je vous laisserai les 2 modes de fonctionnement en fait, je pense. Donc on aura le mode fonctionnement comme je vous ai fait voir au départ, pour avec plusieurs tables et les chemins dans l'URL. Et puis ce mode-là, en fonction de classe, fonction, et puis récupérer les résultats. Donc par contre, ça risque de poser petit souci, c'est au niveau de l'app ici. Notamment sur le format. Parce qu'avant, le format, je le prenais dans cette réponse-là. Je vais voir si j'arriverai à le
si j'arriverai, si, je vais réussir à le modifier, c'est sûr. Mais voir comment pouvoir l'intégrer dans l'API, tout en conservant les bonnes réponses. De même qu'en étant compatible avec celles qu'on va créer maintenant, parce que, comme on peut voir, ici, les fonctions de retour sont ici. Tout simplement, c'est les fonctions de formatage, c'est eux qui vont provoquer le retour. Alors que de l'autre côté, les fonctions de retour étaient dans la response. Si je dis pas de bêtises. HTTP response. Voilà, ils étaient ici, les fonctions de retour. Donc là, je vais voir comment rechanger ces fonctions de retour ici. Pour que ça soit correspondant. De toute façon, ici, il y a des trucs qui doivent pas vraiment fonctionner. Alors, autant le refaire. Donc voilà, moi je vous laisse sur cette partie-là. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.